Quand on se promène dans la Havane et qu'on se retrouve au parc central, on peut voir à gauche le Capitole, puis le Grand Théâtre de la Havane et l'Hôtel Inglaterra. Je vous propose de vous asseoir sur un banc du parc central et d'écouter quelques moments d'histoire qui viennent en tête quand on se trouve à cet endroit. Cuba était encore une colonie espagnole quand le théâtre Tacón a été inauguré en 1838. Il portait le nom du gouverneur général de l'île, Miguel Tacón y Rosique. Celui-ci en avait confié la propriété et la réalisation à un de ses amis et complices, Pancho Martí, un individu cynique qui s'était enrichi grâce au commerce clandestin des esclaves. Celui-ci n'avait pas hésité à déclarer qu'il avait amassé sa fortune en vendant des noirs et en achetant des blancs. Miguel Tacón a aussi donné à son ami, parmi d'autres faveurs, la possibilité d'utiliser le travail gratuit des détenus de la prison de la Havane pour construire le théâtre. Comme on le voit, ce monument était situé en dehors des murs de la ville des débuts, celle qu'on appelle aujourd'hui la vieille Havane. Un an plus tard, en 1839, sera inaugurée la gare de chemin de fer de la Havane, là où se trouve aujourd'hui le Capitole, et en 1875 apparaîtra l'hôtel Inglaterra. La muraille de la ville sera démolie à partir de 1863, mais il existe une photo prise depuis l'intérieur de la vieille ville, près de la porte de Montserrat. Plusieurs sources indiquent que le théâtre Tacón a été démoli pour construire le centre galicien entre 1907 et 1915 et qui deviendra le Grand Théâtre de la Havane. Pourtant, si on plane au-dessus de la Havane et qu'on se rapproche du Grand Théâtre, on va voir une chose surprenante sur le toit. Et cela se confirme si on compare une ancienne photo du théâtre Tacón et de l'hôtel Inglaterra avec une photo actuelle du Grand Théâtre. Il y a une différence, parce qu'on a ajouté un étage à l'hôtel Inglaterra en 1914. On voit donc bien que la pente du toit correspond à l'ancien toit du théâtre Tacón. Celui-ci n'a donc pas disparu. Il a été intégré dans l'ensemble, et si on fait le tour du bâtiment, on retrouve vers l'arrière les murs originaux du théâtre Tacón. On peut aussi comparer la salle du théâtre Tacón avec la salle du Grand Théâtre. C'est dans ce théâtre que l'hymne galicien a été joué pour la première fois au monde en 1907. C'est aussi dans ce centre qu'au début du XXe siècle, un jeune Galicien, José María López Lledín, a suivi des cours pour adultes avant de devenir le chevalier de Paris, après avoir perdu son équilibre mental en prison, mais cela est une autre histoire. Revenons à l'ancien théâtre. Cette gravure montre qu'il existait des commerces autour du théâtre. Si on regarde à droite, notre attention est attirée par un nom qui nous parle, le Louvre. En fait, il s'agit d'un café qui s'appelait le café Escauriça. En 1863, un Catalan, Joaquín Pairet, l'a acheté et lui a donné pour nom le Louvre parce que ça faisait français. Très vite, le trottoir du Louvre, où se situait la terrasse du café, a servi de lieu de réunion pour les jeunes Cubains qui partageaient les idées les plus avancées et indépendantistes de l'époque. Ces gars de la terrasse, comme on les appelait, sont remplacés aujourd'hui par des touristes qui ne se doutent pas des événements qui se déroulèrent à cet endroit. En 1869, quelques mois après le début de la première guerre d'indépendance, des volontaires anti-indépendantistes ouvrirent le feu contre les jeunes qui étaient dans le café, causant 4 morts et plusieurs blessés. Plusieurs de ces jeunes idéalistes participèrent ensuite aux guerres contre le colonialisme espagnol, comme le général Sanguilí, présent sur cette photo. Il sera le héros d'un fameux sauvetage
réalisé par son ami Ignacio Agramonte, lors de la guerre de 10 ans qui débuta en 1868. Un coup d'éclat repris dans le film El Mayor. El brigadier Sanguilí está en manos de esos españoles. Es preciso rescatarlo vivo o muerto. Corneta, toque usted de huello. A la carga. ¡Ah! ¡Pies tierra! ¡Trincherate! C'est aussi à la terrasse du Louvre qu'en 1871, un capitaine de l'armée espagnole, Nicolás Estebanez Murphy, protesta contre l'exécution de 8 étudiants en médecine, accusés à tort d'avoir profané la tombe d'un journaliste espagnol. Il déclara, en brisant son épée, qu'avant la patrie, il y a l'humanité et la justice. En 1875, Joaquín Payret vend son café pour aménager un théâtre situé de l'autre côté de l'avenue et qui prendra son nom. Comme on l'a vu, l'hôtel Inglaterra, à droite sur la photo, est inauguré en 1875. Il aura des clients célèbres comme le général Antonio Maceo, héros des guerres d'indépendance, et qui refusa l'armistice proposé par les Espagnols à Baragua en 1878, un épisode repris dans le film Baragua. Estoy autorizado a manifestarle que no estamos de acuerdo con lo pactado en el Sajón. Ese documento no contempla la abolición de la esclavitud ni la independencia, los dos puntos más importantes del programa revolucionario. Y por el que hemos luchado durante 10 años. Pero es que ustedes no conocen las bases del convenio del Zanjón. Precisamente. Que las conocemos, es que no estamos de acuerdo con ellas. Acabe usted de darme las bases, hombre. Guarde usted ese documento. No queremos saber nada de él. Entonces, no nos entendemos. No nos entendemos. No. No nos entendemos. Antonio Maceo passa 6 mois à l'hôtel en 1890, en prenant les contacts pour préparer la future guerre qui débutera en 1895. Cette même année, le 20 novembre 1895, le jeune officier Churchill, âgé de 20 ans, arrivait à La Havane. Il avait reçu des instructions du directeur du renseignement militaire anglais pour recueillir des informations et en particulier pour étudier un nouveau fusil utilisé par les Espagnols.
Il fut logé à l'hôtel Inglaterra, mais ne resta pas à La Havane. Il prit le train dans la gare voisine, d'où partaient les volontaires qui allaient lutter contre les indépendantistes, pour retrouver la colonne du général Álvaro Suárez Valdés à Sancti Spíritus, afin d'assister à la défense du village d'Arroyo Blanco. Les troupes de Máximo Gómez et d'Antonio Maceo avaient fait leur jonction et se préparaient à envahir la partie occidentale de l'île. Le 2 décembre 1895, Churchill a reçu son baptême du feu en assistant à un petit accrochage contre 100 à 200 indépendantistes. Cela n'a pas été bien loin car les Espagnols n'étaient pas eux-mêmes assez nombreux. Il en a quand même fait un croquis, théoriquement dessiné lorsqu'il était sur son cheval et probablement retouché par la suite afin d'être publié. Le New York Times a rédigé un article élogieux précisant que le compte-rendu de ce qui était présenté comme une bataille décisive faisait une mention spéciale au courage des jeunes officiers qui venaient de se joindre récemment aux troupes espagnoles. Churchill, qui était aussi reporter, savait déjà soigner sa pub. Le 15 janvier 1897, en pleine guerre d'indépendance, arrivait du Mexique un nouveau client à l'hôtel. C'était un Français dénommé Gabriel Vert. Il travaillait pour les frères Lumière et était chargé de populariser le cinéma en Amérique latine. Il a loué la salle occupée par les services comptables du théâtre Tacón voisin pour organiser le 24 janvier 1897 la première séance de cinéma à Cuba. Les 10 séances du premier jour accueillirent environ 1000 spectateurs qui purent voir les 4 premiers films des frères Lumière, une partie de cartes, l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat, l'arroseur arrosé et le chapeau comique. Grâce à l'impact important de ces projections et à l'appui d'une actrice espagnole, Maria Tubau, qui jouait Froufrou, une comédie de Meilak et Alevi au théâtre Tacón, il a pu réaliser le premier film tourné à Cuba. Ce film, Simulacre d'incendie, fut tourné le 7 février 1897 à l'angle de la caserne des pompiers voisine du théâtre Tacón. La projection de ce film rencontra un énorme succès populaire, sauf auprès de l'actrice qui n'apparaissait pas dans la version finale. La gare d'où était parti Churchill avait été inaugurée en 1839. Bien évidemment, elle avait été construite en dehors des murs de la vieille ville, comme on le voit sur des gravures anciennes. Avec le temps, le quartier a évolué et la vieille gare commençait à gêner la circulation dans la ville qui grandissait. En 1898, Cuba est passé de la domination espagnole à la domination états-unienne. Et en 1910, le Congrès cubain autorisa le président à procéder à un échange entre les terrains de la vieille gare et ceux de l'Arsenal qui appartenaient au Trésor public pour construire une nouvelle gare. Les débats furent assez rudes car certains congressistes soupçonnaient une affaire de corruption derrière l'échange. 2 d'entre eux en arrivèrent à échanger des coups de revolver dans la rue Aurélie. L'un d'entre eux en mourut 2 jours après. La nouvelle gare fut inaugurée en 1912 et elle est toujours en service. Afin de préserver les sorties de la ville, il fut nécessaire de monter un système de voies surélevées sur 1 kilomètre, Los Elevados, qui apparaissent dans plusieurs films comme Conducta, Chala, une enfance cubaine.
voit sur cette photo, l'ancienne gare fut démolie pendant les travaux de construction du Capitole, qui se terminèrent en 1929. Un dernier mot. Les anciennes locomotives, situées derrière le Capitole, n'ont rien à voir avec l'ancienne gare. Elles font partie d'un projet de restauration du matériel destiné au musée du chemin de fer de la Havane. Soy central. Piquipala, compañero. Piquipala, soy central. Chan, 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 chan. Los pomos dorados de Tuba. Yo voy a 4 caminos, zongo la malla y miro para atrás. Chan, 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 chan. Los pomos dorados de Tuba.